Garantir le bien-être, le bonheur de son animal de compagnie signifie beaucoup de choses. Il s'agira d'en prendre soin, de jouer avec lui, de tout mettre en place pour qu'il se sente bien au sein de votre maison ou de votre appartement et de l'alimenter correctement. Cela signifie également de répondre à des besoins physiologiques et comportementaux et de lui procurer les soins dont il aura besoin en temps et heure et même préventivement pour prolonger son espérance de vie. Oui, ben dans le fond, dernièrement, on a eu une nouvelle jument. Suite à la mort de June, ça a fait de la place pour Harley qui est là en train de se rouler. Harley Quinn qui, dans le fond, a été sauvée 2 fois par 2 couples différents. Elle était, dans le fond, c'est ce printemps. En février, il y a eu un accident impliquant des chevaux dans le coin d'Amos, Landrienne. Il y a un cheval d'ailleurs qui s'est fait frapper, qui est décédé. Elle a terminé comme blessée. Elle s'est fracturée l'os rudimentaire d'une patte et les ligaments stabilisateurs du boulet. Donc, elle a été faire un tour à Saint-Hyacinthe. Elle a eu un plâtre. Une fois tout ça guéri, le plâtre enlevé, elle a fait des grosses plaies au niveau de sa patte où est-ce qu'il y avait le plâtre. Puis là, dans le fond, sa convalescence est pas mal terminée. Et les personnes qui l'avaient sauvée cherchaient une place pour qu'elle puisse comme atterrir puis avoir une famille comme pour la vie. Sachant qu'on n'est pas certain si elle va être montable ou pas suite à ça, parce qu'elle a juste 4 ans. Elle était montée avant, elle était dressée. Le monsieur qui l'avait faisait de la randonnée beaucoup avec elle. Et là, dans le fond, c'est ça. On va y laisser une bonne année facile, là. Moi, j'ai bon espoir qu'elle va pouvoir faire de la randonnée. C'est sûr qu'elle ne sera jamais un cheval de compétition. Ça, c'est sûr et certain. Puis, de toute façon, nous, c'est pas ça qu'on fait ici. On est pas mal plus dans le loisir, la détente et le relax. Nos chevaux qui sont montables, souvent, c'est pour faire de la randonnée tranquille. Fait que c'est ça, dans le fond, la belle Harley, on va être certain d'ici 1 an. Mais moi, j'ai bon espoir qu'elle va être montable dans 1 an parce que, à son intégration, elle est bien. Elle s'est quand même fait courir un peu par les autres chevaux. Il y a eu des altercations, ce qui est normal, mais elle n'a pas boité par la suite. Elle était vraiment à l'aise. Donc, j'ai quand même bon espoir pour elle. Puis, on verra. Mais mettons qu'elle ne serait pas montable, c'est pas la fin du monde. Les chevaux, ils ont beaucoup plus à offrir que juste être monté, là. Souvent, pour les gens, un cheval qui n'est pas montable, il n'y a plus d'utilité. Nous, c'est pas comme ça qu'on pense, là. J'aimerais ça que tu nous parles du sanctuaire comme tel, l'espace, vous êtes situé où? C'est ça. Bien, nous, dans le fond, on est situé à Sainte-Terre. On est situé sur le chemin Croix-Nord. On a trouvé cette place-là en mai, cette année. On est déménagé je pense le 30 avril ou le 1er mai. Puis pour ceux qui ne se souviennent pas, ce printemps, la neige a été très, très, très tardive à fondre. Fait qu'on a eu à peu près 1 semaine pour s'installer avant de pouvoir amener les chevaux. Par s'installer, j'entends qu'ici, il n'y avait rien. C'était de la forêt. Il y avait que dalle. Fait qu'on a planté les piquets avec un sol qui n'était pas vraiment dégelé. Fait la clôture, monté l'abri, aménagé la sellerie. On a fini de l'aménager après que les chevaux soient arrivés, mais on a mis comme une base. Le plus important, c'était vraiment comme d'aménager l'enclos. Fait qu'il a fallu aussi beaucoup débroussailler dans l'enclos. C'est pour ça qu'il y a un gros tas de branches là. On attendait cet automne pour que ça soit assez humide pour le faire brûler en toute sécurité. Creuser les fossés, fait qu'on a comme tout organisé ça. Puis un coup que les chevaux ont été arrivés, bien là, on a construit la maison des lapins. Dans le fond, c'était déjà là. Mais on a comme aménagé l'intérieur pour que ça soit isolé et confortable pour les lapins. On a coulé du ciment puis tout ça aussi parce c'était sur la terre battue.
Puis on a mis l'électricité dans l'intérieur pour pouvoir avoir des lumières puis du chauffage. Puis on a fini d'aménager la sellerie aussi. Puis là, ben, cet automne, nos projets, ça va être de clôturer le grand champ d'été pour les chevaux. Clôturer le petit champ en bas qui va nous servir pour éventuellement si on a des chèvres ou des ânes ou tout ça. Puis il faut aussi construire le poulailler, la porcherie et faire les enclos du poulailler et de la porcherie pour cet automne. Et le feu de forêt qu'il y a eu, est-ce que ça a freiné un peu? Pas vraiment, dans le sens que nous, ben, peu importe les animaux, fallait. T'sais, nous, on n'arrête jamais, là, les animaux, ils vivent quand même, puis ils sont là. Donc, on a quand même continué à faire nos tâches de façon pas mal habituelle. C'est sûr que j'étais quand même un peu inquiète parce que nos chevaux, nous, ils vivent dehors 24 heures sur 24 avec des abris. Donc, ils étaient quand même exposés au feu de forêt. J'ai une jument qui est plus sensible des poumons qui a commencé un petit peu à tousser. Là, on va la traiter pour la toux. Juste essayer de donner des expectorants pour dégager ses bronches et tout ça, mais c'est pas sévère. Là. Je pense que c'est vraiment juste un petit peu... ça l'a un petit peu irrité parce qu'elle est un peu plus sensible là, de base. Parce qu'elle, dans le fond, avant, nos chevaux ils rentraient à l'intérieur en boxe la nuit. Et elle, si on ne mouillait pas son foin, elle toussait beaucoup, elle est très, très sensible à la poussière. Donc, depuis qu'elle est dehors tout le temps, c'est la première fois qu'elle a recommencé là, à tousser. Donc, je pense que c'est possiblement à cause du mélange un peu des feux de forêt, du pollen, des mythes. Excusez, j'entends mon chien des fois faire des affaires bizarres. Bon, Maki est parti. Maki est parti investiguer. Mais là, tu en as d'autres cochons d'Inde? Comment c'est en as? Oui, malgré tout, j'ai encore 16 cochons d'Inde. Ou 17. Non, je suis rendue à 17. C'est vrai, on a reçu une femelle, puis on a eu une surprise un matin, on a trouvé un bébé. Ouais, fait qu'on avait une femelle qui était gestante, finalement. Surprise! J'ai levé un abri pour faire le ménage, puis elle était là. Fait que on a 17 maintenant. Et on a 16 lapins, 4 rats, 2 chinchillas, un hérisson. Là, je pense que c'est... Ben ouais, 6 poules. On va en avoir plus cet hiver parce que le voisin nous donne ses poules parce que pour l'hiver, il ne peut pas s'en occuper, donc il va nous donner ses poules pour l'hiver. Fait qu'on va tomber avec plus de poules. Puis on a 3 cochons qui s'en viennent. 3 cochons, il me semble que c'est des Vietnamiens. Puis ça, c'est tous des abandons? Oui. OK. Et le nombre d'abandons commence à, semble-t-il, monter?
C'est pas nouveau. Pour ce qui est des cochons d'Inde, des lapins, c'est vraiment pas nouveau. C'est dans les animaux les plus abandonnés qui soient, parce que c'est comme trop facile de s'en procurer. Tu vas à l'animalerie, t'en ramasses, personne te pose de questions, personne t'éduque. Tu pars avec ça, tu te rends compte que finalement, un cochon d'Inde, même si tu nettoies comme vraiment souvent, ça sent, ça pue un peu. Parce que ça fait des caca partout. C'est pas propre à la litière comme un lapin, mais un lapin qui n'est pas stérilisé, ça va aussi faire du marquage. Autant femelles que mâles vont faire du marquage. Ils peuvent devenir agressifs, territoriaux. Les lapins ils ont un taux d'hormones extrêmement élevé. Donc, s'ils ne sont pas stérilisés, ça fait des lapins qui vont souvent zigner le propriétaire. Des lapins qui font beaucoup de marquage, qui vont devenir territoriaux dans leur cage. Donc, ils vont vous attaquer, carrément. Ils peuvent mordre assez fort aussi. Ça fait que des gens, ils les abandonnent. Ou c'est juste parce que, moi, la plupart, c'est pas tant qu'il y avait des problématiques. C'est que les gens, après 8 mois, ils étaient tannés. Là. La nouveauté était passée et ça leur tentait plus de ramasser du caca tous les jours. Parce qu'il faut se le dire, les lapins, c'est des machines à crotte, comme les cochons d'Inde, comme les chinchillas. Et un lapin, ça a une espérance de vie d'à peu près 8 ans. Mais il y en a qui se rendent jusqu'à 12 quand ils ont les bons soins. Et les cochons d'Inde, c'est 6-7 ans. Puis il y en a qui se rendent à 8-9 facilement. Si vous n'êtes pas sûr d'aimer avoir un animal de compagnie comme un petit rongeur ou aller vers un rat ou un hamster parce que ça a une espérance de vie de 3 ans. Fait que vous n'êtes pas pogné avec pendant comme 10-12 ans. Tu sais, comme un chinchilla, c'est 20 ans d'espérance de vie. Et les chinchillas, c'est pas un animal à avoir avec des enfants, c'est très nerveux, ça prend vraiment beaucoup de temps à gagner leur confiance. C'est pas un animal que tu peux prendre puis taponner comme d'emblée. Puis ça se peut qu'ils veulent jamais non plus. Il y en a qui vont dire qu'ils vont finir par être apprivoisables, puis il y en a que non. Puis les lapins, généralement, ce que les gens y pensent, ça vit pas en cage. Un lapin, ça vit dans un assez grand enclos, puis il faut qu'il y ait de la liberté comme à 100% ou au moins dans une pièce, dans la maison, plusieurs heures par jour. Puis si vous êtes pour avoir un lapin tout seul, parce que les lapins vivent vraiment beaucoup mieux à 2, mais si vous êtes pour avoir des lapins seuls, il faut vraiment que vous donnez beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention, presque autant qu'un chien. Ça aime beaucoup l'attention, c'est très sociable un lapin. Quand ils sont au moins 2 ensemble, il faut qu'ils soient stérilisés évidemment. Puis tu sais, souvent ils vont se coucher collés, ils aiment vraiment beaucoup le contact de l'autre, ils vont se lécher, c'est vraiment adorable là, quand on a 2 lapins. Puis des petites frictions entre Pumpkin et Stella. Pumpkin qui se prend pour un étalon, comme toujours. Il y a 30 ans, puis il est stérilisé. Bref, c'est ça, dans le fond. C'est extrêmement important de faire stériliser les lapins. Fait que c'est un coût à prévoir quand on adopte un lapin. C'est à peu près le même montant qu'un chat. Fait que ça tourne autour de 300-400 $, la stérilisation d'un lapin. Puis généralement, ça se fait pas tant en région. Il y a Rouen qui en font, mais ils font que les mâles. Puis c'est 1 an d'attente. Fait que moi, je vous conseille de regarder avec des places comme Saint-Hyacinthe. Il y a Bromont-Blainville et Waterloo, qui sont des bons centres pour les animaux exotiques. Fait que c'est ça. À prévoir avec un lapin, c'est une cage. C'est pas de cage, un enclos ou une très grande cage. Si le lapin a accès à être free roam, qu'on appelle, à être libre dans la maison comme presque toute la journée. Mais généralement, c'est un grand enclos. Il faut le stériliser. Il faut acheter de la nourriture de bonne qualité. Ça prend des fruits et légumes frais à tous les jours, mais beaucoup de légumes, feuilles, très peu de fruits. Les fruits, c'est plus comme une gâterie. Donc, 2-3 morceaux de bleuets ou une fraise. C'est comme ce qu'ils ont besoin dans une journée. Tandis que c'est beaucoup de laitue, de fines herbes, du chou kale, des choses comme ça. Ils aiment vraiment beaucoup ça. La roquette, les épinards et quelques autres légumes en à côté là, pour mixer avec un petit peu, des poivrons, des endives. Ils aiment beaucoup les endives. Moi, le kale, c'est pas mal, dans le top là, de ce qu'ils aiment là, dans ma gang. Le kale, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. C'est vraiment, c'est vraiment, vraiment bon. Puis les légumes, c'est vraiment, c'est pas mal dans le top là, de ce qu'ils aiment. Le kale, c'est pas mal dans le top là, de ce qu'ils aiment. Le kale, c'est pas mal dans le top là, de ce qu'ils aiment. Le kale, c'est pas mal dans le top là, de ce qu'ils aiment. Le kale, c'est pas mal dans le top là, de ce qu'ils aiment. Le kale, c'est pas mal dans le top là, de ce qu'ils aiment. Le kale, c'est pas mal dans le top là, de ce qu'ils aiment. Le kale, c'est pas mal dans le top là, de ce qu'ils aiment. Le kale, c'est pas mal dans le top là, de ce qu'ils aiment. Le kale, c'est pas mal dans le top là, de ce qu'ils aiment. Le kale, c'est pas mal dans le top là, de ce qu'ils aiment. Le kale, c'est pas mal dans le top là, de ce qu'ils aiment. Le kale, c'est pas mal dans le top là, de ce qu'ils aiment. Le kale, c'est pas mal dans le top là, de ce qu'ils aiment. Le kale, c'est pas mal dans le top là, de ce qu'ils aiment. Le kale, c'est pas mal dans le top là, de ce qu'ils aiment. Le kale, c'est pas mal dans le top là, de ce qu'ils aiment. Le kale
Une gâterie qu'ils adorent, c'est les bananes. Faut pas en donner trop parce que c'est extrêmement sucré, mais les bananes, ils virent fous avec ça. C'est ça. Moi, il aime beaucoup le brocoli, le chou-fleur, le céleri, les poivrons. Il aime beaucoup ça aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est les carottes, on peut en donner, mais c'est quasiment considéré comme un fruit. Donc, c'est très peu parce que c'est quand même très sucré, une carotte. Ensuite, il y a, si vous avez un jardin, toutes les feuilles de radis, les grandes feuilles de carottes, les grandes feuilles de betterave, c'est toutes des choses qu'on peut leur donner qu'ils adorent. Fait que c'est ça. Dans le fond, fruits et légumes tous les jours, un tout petit peu de moulé, de l'eau fraîche évidemment, puis beaucoup d'attention. Mais ce qui est le fun avec un lapin, c'est que ça peut apprendre des tours, ça peut se dresser, ça peut marcher en laisse. C'est vraiment un entre-deux, moi je trouve, entre un chien et un chat. Parce qu'une fois stérilisés, la plupart des lapins sont propres à la litière comme un chat. Ils vont échapper quelques glosettes de temps en temps, on va se le dire, là, des fois quand ils sont lousses. Si vous avez un chien, pas de problème, le chien va me faire le ménage, il va tout manger ça, c'est pas grave. Ça paraît plus. Mais ça se ramasse bien quand même. C'est sec, puis ça se balaie là, super bien. Mais ça reste que ça peut être malade. Donc, il faut prévoir que ça se peut qu'il y ait des coups de vétérinaire. Les lapins sont extrêmement sensibles à ce qu'on appelle les stases gastriques. Donc, c'est les intestins qui arrêtent un peu de faire le péristaltisme qu'on appelle. Donc, ils vont arrêter de faire les compressions, puis le mouvement va se ralentir. Puis c'est là où les lapins peuvent comme faire un blocage un peu. Et si on ne traite pas ça, le lapin peut mourir en dedans de 24 heures. C'est extrêmement rapide puis extrêmement mortel. Ça peut bien se traiter à la maison dans la plupart des cas quand on le prend assez tôt. Fait qu'il faut vraiment bien connaître son lapin, bien connaître la maladie. Mais parfois, ça peut demander une hospitalisation. Les lapins sont aussi très sensibles au niveau de la santé urinaire. Ils peuvent faire des calculs urinaires quand même facilement. Donc ça aussi, c'est à surveiller au niveau de l'alimentation, faire attention à ne pas donner que des légumes riches en calcium. C'est comme toutes des choses comme ça qu'il faut savoir. Les lapins peuvent avoir une urine qui est rouge de façon normale. Des fois, les gens ils paniquent, pensent que c'est du sang, mais c'est normal. Fait il faut connaître les normales du lapin et ce qui n'est pas normal. Surveiller les dents. Les lapins peuvent avoir des problèmes au niveau de l'occlusion dentaire. Donc, les dents ne s'usent pas de la bonne façon. Des fois, il faut aller chez le vétérinaire, les faire ajuster. Ici, on n'est pas encore rendu là, mais dans le coin de Montréal, la maladie hémorragique du lapin commence à arriver. Donc, ça aussi, c'est à surveiller. Si votre lapin va dehors, peut-être une bonne chose de commencer à regarder avec votre vétérinaire pour faire vacciner votre lapin. Donc, il y a plein de choses comme ça. Tu sais, les lapins, c'est pas vrai que c'est un animal super facile à avoir. C'est un animal qui est quand même très fragile. Un lapin qui tombe en bas d'un divan, il peut se casser facilement une patte. C'est un lapin, c'est un animal qui est extrêmement, justement aussi, ça a le dos très sensible. Donc, si vous avez des enfants, c'est soit vous surveillez toujours l'enfant quand il est avec le lapin pour lui montrer, le prendre vous, puis l'enfant va le manipuler, ou vraiment y apprendre très tôt comment bien manipuler le lapin. C'est extrêmement important parce que c'est très facile de causer des problèmes au niveau du dos du lapin si on ne le prend pas comme il faut. Et comme c'est un animal nerveux, c'est aussi un animal qui peut blesser votre enfant s'il panique, parce que quand il panique, les lapins vont beaucoup... ils vont donner des gros coups avec leurs pattes arrière qui sont extrêmement puissantes puis ont des griffes. Donc, ça peut quand même faire des bonnes graphines. Et un lapin, ça peut mordre. Donc, c'est vraiment pas un animal qu'on peut juste, c'est un toutou puis on laisse les enfants jouer avec. Tu sais, un enfant qui tombe sur un gros chien, c'est pas l'idéal, mais le chien devrait s'en remettre. Un enfant qui tombe sur un lapin, il peut le tuer, tu sais. Il y a déjà des enfants qui ont tellement serré leur lapin fort qu'ils les ont carrément asphyxiés ou qui leur ont cassé le cou. Fait que c'est pas un animal qu'il faut laisser sans surveillance avec des enfants ou en bas âge. Après un certain âge, les lapins c'est des compagnons incroyables pour des pré-ados. C'est un animal qui est extrêmement intelligent, extrêmement social. Ça peut vous suivre comme un chien. C'est super expressif. C'est un animal que j'adore, mais que j'adore avoir. Mais il faut arrêter de penser que c'est facile. Puis il faut arrêter d'acheter ça sur un coup de tête à l'animalerie, en pensant pas que il faut nettoyer, c'est encore plus de nettoyage qu'un chat ou un chien. Ça perd aussi du poil. Ça mue. Ça perd du poil à l'année, mais printemps-automne, ça a des grosses mues. Ça perd autant de poils qu'un husky. Mettons si on y va avec la taille de l'animal, ça perd autant de poils qu'un husky version lapin. C'est sûr que c'est pas 4 pieds de poil comme un husky, mais c'est le même genre de mue.
Donc, il faut les brosser, il faut s'en occuper, il faut couper les ongles. Donc, c'est pas un animal pour les débutants tant qu'à moi. It's cute. Mais à quoi peut ressembler une séance de zoothérapie? Concrètement, pour pouvoir vous imaginer à quoi ça pourrait ressembler une séance de zoothérapie, par exemple, si j'interviens auprès d'une clientèle qui a des limitations physiques, je peux travailler en CHSLD puis être interpellée par une ergothérapeute qui aurait besoin de mon aide pour faciliter son intervention auprès de sa cliente. Donc, une ergothérapeute, par exemple, son objectif principal est d'améliorer tout ce qui est le côté physique, d'améliorer la mobilité, la flexibilité des membres, etc. Donc, elle pourrait avoir, par exemple, la difficulté au niveau de la motivation de sa cliente à la faire mettre en action, à se mobiliser pour pouvoir améliorer la flexibilité de ses membres. Par exemple, une cliente qui souffre d'une déficience intellectuelle, avec la déficience intellectuelle vient souvent beaucoup de rigidité au niveau des membres supérieurs du corps et souvent ils vont avoir moins de coordination main-œil. Donc je regarde ici, je vous regarde, donc ma main va suivre. Eux vont plus regarder par là puis aller, comme ils ont de la difficulté en lien avec la coordonnée, la vision et les membres pour aller chercher par exemple un objet. Donc ça ici, elle va travailler ça dans son plan d'intervention avec elle pour augmenter la mobilité de son membre qui n'est pas dominant, donc le membre gauche. Parce qu'évidemment, plus qu'on travaille un membre, plus qu'on le met en action, plus qu'on va venir chercher une latitude, une flexibilité, mais une mobilité. Donc son bras qui était dominant, qui est le bras droit qu'elle utilise principalement, lui, il a quand même une bonne mobilité parce qu'elle le met souvent en action pour boire, pour prendre des choses. Alors que son bras gauche était très raide, donc elle avait de la difficulté à aller chercher des choses, même à bouger le bout de ses doigts. Donc, elle, en intervention avec sa cliente, l'ergothérapeute, elle n'arrivait pas à avoir la motivation pour lui faire travailler son bras gauche. Donc, à chaque fois qu'elle tentait, qu'elle faisait une tentative, bon, là, on va travailler ton bras droit, ça allait bien. Maintenant, on va travailler ton bras gauche. La cliente n'était pas motivée, elle ne voulait pas se mobiliser, donc elle ne se mettait pas du tout en action. Donc, à l'inverse, lorsqu'elle nous a interpellés dans le dossier pour pouvoir venir l'aider, la cliente a changé du tout au tout. Maintenant, elle verbalisait elle-même, après avoir travaillé son bras droit, de vouloir travailler son bras gauche. Donc, ensemble, on a pu augmenter sa motivation à travailler, à s'exercer, à se mettre en action. Donc, on a facilité l'intervention. Donc, maintenant, par exemple, on mettait une petite... sur son fauteuil roulant, on avait une plateforme et on pouvait mettre, par exemple, il y avait le lapin qui était notre APIS, notre partenaire d'intervention, et on lui demandait, avec son bras gauche, d'aller chercher des faux fruits dans un sac. Donc, on travaille ici toutes les capacités coordination main-œil. Donc, je vais prendre un faux fruit dans le sac, je vais le prendre dans mes mains et je vais nommer c'est quoi. Donc, en lien avec la déficience intellectuelle, souvent, on a des limitations au niveau cognitif aussi. Donc, on travaille tout ce qui est l'encodage, quel est ce fruit-là, nommer la couleur. Et ensuite, est-ce qu'on peut, l'animal pourrait le manger? Donc, un lapin, est-ce qu'il peut manger une banane? Est-ce qu'il peut manger un citron? Qu'est-ce qui est permis ou non? Donc, on travaille tout ce qui est aussi l'encodage, mémoriser, apprendre de nouvelles choses. Et par la suite aussi, lorsqu'on redépose, bien, on vient travailler la mobilité du bras, la préhension, la latitude aussi du mouvement. Donc, toutes des choses qu'elle n'était pas capable de mettre en action avec sa cliente lorsque nous n'étions pas présentes parce que l'animal a apparu comme un facteur de motivation ici pour la cliente. Donc ça, c'est seulement un exemple de plein d'interventions qu'on peut faire. On pourrait l'utiliser aussi, par exemple, avec des adolescents qui souffrent d'un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité.
hyperactivité. On sait que c'est une clientèle qui va vivre avec beaucoup de difficultés au niveau de l'organisation, de la planification, de la concentration aussi. C'est des gens aussi qui vont apprendre beaucoup plus lorsqu'on est enfant par le jeu, ça c'est prouvé aussi également, mais qui vont apprendre plus lorsqu'ils sont en mouvement. Donc c'est pour ça par exemple qu'on va avoir des élastiques sur les chaises dans les écoles pour les enfants qui souffrent de TDAH, donc d'un trouble déficitaire avec hyperactivité, parce que lorsqu'ils peuvent bouger leurs jambes assis sur leur chaise, ça l'aide à mémoriser les informations qui leur sont données par le professeur. Bien, par exemple, avec cette clientèle-là qui ont de la difficulté à planifier, à organiser, à se concentrer, à être attentif, on pourrait utiliser un chien qui est super actif, comme par exemple un bras calmant, pour pouvoir faire planifier tout un parcours d'agilité. Donc, par exemple, avec l'enfant, on va travailler sur plusieurs séances. Donc, quel obstacle qu'on pourrait utiliser pour faire notre parcours d'agilité? Donc, l'enfant ici, il doit planifier le parcours. Donc, tout comme je vous disais qui était déficitaire, il doit organiser le parcours. On travaille la concentration. Je dois être concentré, je dois être attentif que moi je lui dis. C'est quoi les obstacles qui est important? On apprend ici, on apprend c'est quoi l'agilité, c'est quoi les types d'obstacles. Et à la fin, le but ultime, c'est de créer l'obstacle avec l'adolescent ou le jeune qui souffre d'un TDAH et de le faire avec l'animal. Donc, en plus de le faire en action, on est en mouvement, donc on favorise l'apprentissage, la mémorisation qui se fait mieux lorsqu'on bouge. Et on travaille aussi tout ce qui est affectif parce que l'enfant travaille avec le chien, on travaille les capacités relationnelles qui peuvent être plus difficiles aussi. Donc, respecter les limites du chien, mais respecter aussi, garde n'est pas à l'aise ici, tu as des mondes qui ne veulent pas être flattés, respecter ses limites, lui montrer des commandements, comment qu'on donne un commandement, donc nous, comment qu'on s'exprime, donc les capacités d'expression. Et on travaille aussi la fierté, donc vraiment, à la fin, moi, je suis fière, j'ai réussi à faire le parcours avec le chien, on peut filmer, montrer ça à la classe, montrer ça aux parents. Donc vraiment ici, on va travailler plein de capacités à travers le jeu. Donc l'enfant est super motivé parce que lui, il a l'impression de s'amuser, créer des obstacles, on travaille la créativité. Tu sais, je suis avec le chien, je fais le parcours, mais au final, non, nous, nos objectifs derrière, on a travaillé la planification, l'organisation, l'attention, la concentration, tout ce qui est la fierté aussi, l'expression, les relations à l'autre. Donc ici, on atteint plein d'objectifs par le jeu sans que notre client s'en rende compte, au lieu de le faire dans une classe avec des travaux de façon plus conventionnelle, qui est peut-être une approche qui vient moins chercher cette client-là et qui est moins adaptée pour lui en fonction de son cerveau, la façon qu'il apprend. Donc vraiment, c'est très différent là, d'une clientèle à l'autre, d'un objectif à l'autre. On va utiliser là, vraiment tout plein d'approches puis de façons de mettre notre partenaire d'intervention en action pour pouvoir atteindre nos objectifs.